Merci Jean pour cette très sympathique introduction. Je tiens quand même à préciser qu'il y a eu une pause de 7 ans à peu près pour mes enfants qui sont des prématurés. J'ai eu des jumeaux, donc j'ai fait une petite pause parentale, on va dire. Néanmoins, effectivement, et c'est un peu l'objet et ma réflexion, j'ai mis beaucoup, je l'ai dit à Dorian et à Jean-Nicolas, euh, mis beaucoup de temps à choisir l'axe de ma communication. Pourquoi? Parce que effectivement, Jean Le Bouch a une trajectoire qui est vraiment très importante. Il en a même plusieurs. Et souvent, quand on demande c'est quoi la psychocinétique, bah, on ne sait pas trop quoi répondre. Pourquoi? Parce qu'elle a été interprétée souvent de différentes façons. Et quand on essaie d'en faire la définition, on s'aperçoit effectivement qu'elle est souvent considérée comme du antisport, ou une éducation pour le primaire, ou une psychomotricité, ou une éducation pseudo-psychomotrice pour les débiles moteurs. Enfin, ou alors une sorte de science de l'éducation, ou une sorte de philosophie de ce que doit être l'éducation physique. Bref, je me suis rendu compte au fur et à mesure en travaillant sur la diffusion de la psychocinétique que si elle avait autant de définitions différentes, c'est que justement, on a, à travers l'histoire de la psychocinétique, des éléments qui sont très importants dans les conceptions et justement les débats qui sont vraiment le sujet du colloque de la journée d'études, pardon, sur conception et débat. Et je vais m'atteler à ce que je fais à l'inverse de d'habitude, c'est-à-dire habituellement, je dépasse les années 60 en disant que la psychocinétique, elle existe encore aujourd'hui, que finalement, il ne faut pas la réduire aux années 60. Et je pensais qu'en fait, il était intéressant par rapport à la thématique débat et conception, de revenir finalement sur des débats phares de l'histoire de la psychocinétique, peut-être pour les rendre plus intelligibles, peut-être pour les expliquer et essayer d'expliquer pourquoi finalement on est arrivé à retenir de la psychocinétique que certains éléments dus à ces débats, des débats qui ont été très forts, très violents parfois. Yvon en a parlé, je vais en parler aussi avec la tendance du manifeste. Et finalement, on en a presque oublié finalement ce qu'était la psychocinétique à cause de ces débats. Et donc, je trouvais intéressant de revenir en arrière en disant, ben, interrogeons ces débats et essayons de les contextualiser, partant du principe que le contexte est plus fort que le concept et que c'est à travers ces différents contextes que finalement le concept de psychocinétique a été véhiculé d'une certaine façon. Donc voilà, on va essayer de faire tout ça de cette façon-là. Je vais essayer de respecter le temps, monsieur Jean Saint-Martin. Je n'ai pas lancé mon chrono, donc on est mal parti. Alors, je pense que la première opposition, finalement, ou le premier débat, en fait, il existe dès le départ, c'est-à-dire au sein de Jean Le Bouch lui-même. Initialement, il est parti pour faire des études, pour être instituteur. Il fait partie de la promo ceinture à l'école normale du Finistère. Et puis, finalement, il change d'avis suite à son passage au Crêpes de Dinard, où il rencontre Léon Binet, son directeur, pendant son stage de paix d'instituteur. Et en fait, il s'aperçoit finalement que son engagement, en fait, à Jean Le Bouch, c'est vraiment un engagement vers l'éducatif. Et Binet, finalement, le convainc en lui disant bah, l'éducation physique et sportive, c'est une question éducative. Et il va revenir après au Crêpes du Dinard parce qu'à Dinard s'organise un stage ou un colloque sur la médecine et l'EPS, et il vient aider à l'organisation. Et là, il découvre vraiment ce qu'est l'éducation physique et sportive, et donc il s'engage, il a son CAPES, et il est nommé en 1947, où ça? Bah, au Crêpes de Dinard. Donc là, il retrouve vraiment le berceau de ses interrogations. Et finalement, en 1948, l'amicale des anciens élèves de l'ENSEP organise déjà au Crêpes de Dinard un thème, un stage sur le thème de l'essai de création d'une unité de doctrine. Donc cette notion d'unité de l'éducation physique et sportive. Et Jean Le Bouch se dit, bah, finalement, c'est ça que je veux faire, c'est-à-dire créer une unité en éducation physique et sportive. Et donc, il va s'y atteler. Et donc,
pour s'y atteler, il va se positionner directement vis-à-vis des textes officiels en vigueur sur les IO de 45 et il considère lui justement qu'il n'y a aucune prise de position nette qui a été mise en fait sur les buts de l'éducation physique. Et Jean Le Bouche se propose donc dans sa démarche de préciser les buts que l'on peut se fixer en gymnastique fonctionnelle, de classer les exercices et techniques mis en œuvre en fonction du but poursuivi. Et toute sa démarche va être publiée au sein des publications du Krebs de Dinard dans l'éducation physique fonctionnelle à l'école primaire. Alors, c'est... Pardon, voilà. L'objectif pour Jean Le Boulch, c'est de faire du corps un instrument parfait d'adaptation de l'individu à son milieu, tant physique que social, grâce à l'acquisition de l'adresse pris dans son sens large. Vraiment, pour Jean Le Boulch, c'est le démarrage de la création d'une unité en éducation physique et sportive. D'ailleurs, les 3/4 en fait, de cet ouvrage seront pris dans la revue de l'Homme Sain, avec pour titre, non pas l'éducation physique fonctionnelle à l'école primaire, mais à la recherche de l'unité en éducation physique fonctionnelle. Et c'est bien de là que partent finalement les démarches. Alors, Jean Le Bouche avait été très surpris pendant ses études à l'INSEP, qui trouvait qu'en fait c'était une formation qui était finalement assez empirique, et il va se dire si je veux pouvoir créer de l'unité dans l'éducation physique et sportive, il va falloir que je m'attelle à être dans une démarche beaucoup plus scientifique pour bien amener cette unité en éducation physique. Et donc il va s'atteler à partir dans des recherches en médecine, dans des études de médecine, mais aussi il va avoir des certificats d'études supérieures en physique, en chimie, en biologie, des certificats d'études supérieures en psychophysiologie, ensuite en psychologie générale, en psychologie génétique, tout ça en étant enseignant au Krebs de Dinard, en s'intéressant donc à la formation des instituteurs, mais aussi dans la préparation des concours pour les étudiants. Donc, d'ailleurs, sa première intervention, et là ça fait le rebond avec ce qui a été dit hier, finalement, Jean Le Bouche, lui, fait une sorte d'appel à la raison scientifique. Et son premier appel le fera justement à l'INS en 1959 par rapport à une conférence qui sera organisée d'ailleurs par la Fédération sportive de gymnastique et du travail, le 25 avril 1959, où il dira « On en est resté à des discussions stériles sur des mots sans jamais qu'on ait apporté un commencement de preuve à ces affirmations, seuls de munis à essayer de faire œuvre vraiment scientifique. » Donc on ne peut pas dire que Jean Le Bouche essaye de se placer comme le prochain ou le futur de Muni, mais il se dit finalement l'ouvrage scientifique, il n'est pas vraiment très présent. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va publier sa thèse sa thèse donc en 1960. Et il va rappeler finalement donc, dans sa thèse sur les facteurs de la valeur motrice, finalement que l'éducation physique reste encore trop empirique. Et donc il va s'engager vraiment dans cette dimension, dans cette envie de faire de l'éducation physique quelque chose de beaucoup plus scientifique. De la même année, en 1960, il va le créer avec plusieurs collègues professeurs d'éducation physique médecins. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils se sont réunis. Il va créer donc les cahiers scientifiques d'éducation physique qui vont être déterminants en fait, dans la diffusion en fait, des théories de la psychocynétique, en tout cas de ses fondements au niveau des débuts des années 60. Et à travers un article qui est sur 3 numéros en fait, des cahiers scientifiques, il va interroger l'avenir d'une éducation physique scientifique. À une plus grande échelle, Jean Le Bouche publie dans la revue EPS esquisse d'une méthode rationnelle et expérimentale d'éducation physique et sportive. On peut considérer que cet article-là va avoir des répercussions énormes en fait, finalement, sur les débats, les oppositions de conception en éducation physique à ce moment-là. Pour la simple et bonne raison que en fait, Jean Le Bouche va un petit peu tirer boulet rouge sur à peu près toutes les conceptions en vigueur, sur les conceptions de Weber, dont il prône totalement donc l'abandon en disant il faut abandonner la méthode naturelle. En gros, ça n'a pas de résultat. Et donc, c'est assez compliqué et à la fois, c'est très novateur. Et dans un processus d'innovation, on a l'innovation et on se retrouve souvent sur un phénomène de résistance.
Et seulement après, si on a passé le phénomène de résistance, on arrive sur le processus de légitimation puis d'acculturation. On peut considérer que le parcours de Le Bush est un aller-retour assez souvent entre résistance, légitimation, et qu'après, plus tard, dans d'autres sphères, on en parlera en conclusion, le phénomène d'acculturation finalement opère. Alors, les hébertistes, eux, vont pas en rester là. Hein. Donc, première opposition et débat avec les hébertistes. Déjà, dans la revue EPS, on a Monique Ganancia qui vient défendre en fait, les méthodes naturelles en reprenant les propos de David, qui est le président de la commission technique de la Fédération française d'éducation physique, sur un article qui s'appelle « La défense donc, de la méthode naturelle ». Mais finalement, la plus grande défense hébertiste ne va pas se faire dans les colonnes de la revue EPS. Alors, ça doit faire peut-être des souvenirs à Michael Attali, parce que j'avais parlé de ça en 2008 sur Sport et Médias, où effectivement, Jean Brisson, suite à une note qui lui a été envoyée, et c'est pas anodin, par René Mayer, qui est présidente de la Fédération française de paix à l'époque, et qui lui dit « Voilà, je m'adresse aux vieilles et sincères hébertistes que vous avez été. Voici ce que Le Bush vient de publier sur la méthode naturelle. » Le lendemain de la lettre de René Mayer, donc Jean-François Brisson publie Entre Vanves et le néant pour justement défendre le côté hébertiste, mais surtout pour considérer que ce que propose Jean Le Bush ne sert strictement à rien, à part compliquer les choses. Pourquoi? Parce que l'éducation physique est une chose simple. Il suffit de faire des mouvements, une méthode Ruffier, il suffit de courir. Bref, on est dans une dynamique plutôt sportive, mécanique, et que finalement ce que propose Jean Le Bush est une proportion au scientisme et ne va pas faire progresser finalement l'éducation physique et sportive. Alors c'est intéressant pour le fait que ça rentre dans le Figaro, et donc avec quand même une projection différente que la revue EPS en termes de diffusion. J'ai un problème avec l'ordinateur, je suis désolé, c'est toujours un problème qu'on a, c'est pas avec le sien. Je n'arrive pas à reprendre un truc. Voilà, très bien. Voilà. Donc, en quoi c'est intéressant aussi, c'est que finalement, Jean-François Brisson, quand on est dans les conceptions et les débats, on a souvent des textes polémiques. Et si on s'intéresse dans le processus rhétorique, en fait, ce qui est intéressant, c'est voir ce qui est retenu par Jean-François Brisson. Et finalement, ça dénature un petit peu la pensée de Le Bush, puisque en très peu de lignes, on va s'intéresser à finalement ce qu'on n'apprécie pas dans ce qui a été véhiculé. Et donc, Jean Le Bush va demander réparation. Et en fait, on va avoir plusieurs courriers qui vont se réaliser entre Jean-François Brisson et Jean Le Bush par plusieurs missives qui vont être envoyées, avec parfois des propos assez violents, où Le Bush lui dit que si Jean-François Brisson veut persister à écrire sur l'éducation physique et sportive, il veut bien lui adresser une bibliographie digne de ce nom. Et que voilà, voilà. Donc c'est assez violent entre les deux hommes, ce qui fait qu'en fait les échanges et la perception qui en est fait, les faits effectivement entre les auteurs, mais aussi à travers d'autres articles en fait du Figaro, dont l'article Pendant que les chercheurs cherchent, pendant que cherchent les chercheurs, pardon, mon côté dyslexique certainement, font que Jean-François Brisson réitère le fait de dire que l'éducation physique ne doit pas être celle de Jean Le Bush. Elle ne doit pas être scientifique. Il déteste un peu les professeurs médecins aussi. Il l'a expliqué dans plusieurs de ses articles. Et donc, en fait, il souhaite que les pouvoirs publics ne s'inspirent pas du tout des pensées de Le Bush, d'autant plus que Jean-François Brisson n'est pas un illustre inconnu, c'est le fils de Pierre Brisson, qui est le directeur du Figaro, c'est un ancien athlète international, il est membre du comité du sport, il est décathlonien, et il va en fait être en lien avec beaucoup, j'ai envie de dire, de politiques proches du sport et du pouvoir. Et donc, à chaque fois qu'il le peut, il essaye d'égrener en fait sa conception, et à chaque fois qu'il égrène sa conception,
il la met toujours, souvent, en opposition avec les thèses de Le Boulch. Donc, en fait, c'est un débat qui est assez virulent et qui donne une certaine image en fait, des débats sur l'éducation physique et sportive. Donc, on comprend bien que cette recherche d'unité voulue par Le Boulch, si les discours peuvent plus ou moins être entendus, mais on verra que c'est compliqué à travers les acteurs de l'éducation physique et sportive. Il n'est pas sûr du tout, au regard des propos de Jean-François Brisson, que la société civile, de façon générale, soit prête finalement à cette éducation physique plus scientifique. Alors, la revue EPS, elle va essayer de continuer d'avancer. En 1962, on aura d'autres publications à ce niveau-là. Mais la revue PES va vouloir clore un petit peu le débat parce que finalement ça devient un débat un peu stérile. Et si au début la revue PES y voyait son intérêt, elle va vite comprendre qu'on a mis le doigt dans quelque chose qui n'était pas très constructif, sachant que Jean-François Brisson a un caractère très polémiste. Donc voilà, c'est contre-productif au final. Alors, de l'autre côté, j'accélère parce que je vois le temps qui avance et je vais me faire taper sur les doigts par Jean Saint-Martin. Jean Le Boulch n'a pas exclusivement fait une critique de la méthode naturelle. Il a aussi fait une critique de la gymnastique de maintien. Et alors, c'est ce qui lui a posé quelques déboires aussi au sein du CREPS de Dinard, parce que la première publication du CREPS de Dinard a été faite par Yannick Léger, qui était sur les 5 minutes journalières de maintien dans la salle de classe. Et c'était avant que Jean Le Boulch n'arrive, un petit peu la figure emblématique, on va dire, avec d'autres, donc du CREPS de Dinard. On peut considérer que les débats au sein du CREPS ont déjà été assez forts, entre déjà Léger et Le Boulch. Néanmoins, et c'est là la différence avec les hébertistes, Pierre Serin va accueillir vraiment correctement finalement les critiques de Jean Le Boulch de la gymnastique de maintien. Il va considérer que finalement les propos de Le Boulch sont dans le sens du processus vers une EP méthodique, c'est-à-dire le fait de faire avancer l'éducation physique et sportive, de construire une unité en éducation physique et sportive, de s'intéresser au caractère éducatif. Et finalement, il va être très souvent invité aux différents stages de la FEPGV ou de la FIEP au niveau des congrès internationaux. Et on peut considérer aussi que c'est grâce aussi à cette position vis-à-vis de la gymnastique de maintien ou ce qu'on peut appeler de la rééducation ou encore de l'attitude que Jean Le Boulch va finalement percer, et ça je l'avais expliqué à la journée d'études qui était à Rouen de l'année dernière, donc à la Chambre du commerce et de l'industrie de Paris. Et c'est vraiment cette opposition finalement, pour le coup, ne va pas être stérile pour Jean Le Boulch, il va être au contraire très productif sur le fait d'intervenir dans beaucoup de stages de la FEPGV et de la FIEP, mais aussi de pouvoir intervenir et de rentrer au sein de la Chambre du commerce et de l'industrie de Paris, où il va énormément développer ses conceptions. Et comme je l'avais montré, ses premières expérimentations finalement se font à la CCIP. Et l'énonciation du terme psychocinétique finalement intervient au niveau de la Chambre du commerce et de l'industrie de Paris. Donc voilà, il y a eu toute une intervention là-dessus, donc je ne reviens pas dessus, sinon ça va être très compliqué en termes d'autres encore. Alors, Jean Le Boulch est très investi aussi au niveau d'essayer de faire en sorte que dans les programmes scolaires, une certaine idée de l'éducation physique se fasse. Donc, programme provisoire, il participe en vain. À partir de 1960, il y a une participation à ce qu'on appelle la commission B, qui est très peu connue, mais qui est très intéressante. C'est-à-dire que c'est plusieurs commissions vont être mises en place pour préparer des futurs programmes en EP. Et Jean Le Boulch participe donc à la commission B, sur finalement les activités physiques et sportives de la naissance à la maturité, c'est-à-dire l'aspect biologique et psychologique. Et en montrant que finalement l'emploi du sport finalement n'est pas refusé, n'est pas à proscrire, mais que l'emploi du sport est à mettre un peu plus tard et pas encore à l'école primaire, et que dans l'adolescence, ça sera le couronnement finalement de cette éducation physique de base que cherche de ses voeux à diffuser Jean Le Boulch, et que finalement
l'éducation physique a sa place, le sport a sa place aussi dans l'éducation physique, mais comme s'il y avait deux temps en fait dans cette progression. Et puis il va y avoir plusieurs programmes de demande d'expérimentation de ces méthodes qui vont être mis en place et qui au dernier moment vont être annulés. Mais plein d'inspecteurs étaient pourtant volontaires pour pouvoir faire dans leur académie cette expérimentation. Donc là, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et puis, l'éducation par le mouvement, la psychocynétique de Durlebusch, cet ouvrage va être vraiment devenir à un moment donné la Bible pour beaucoup de professeurs de PS. Et c'est un ouvrage qui va connaître plus de 15 rééditions avec après, plus tard, à partir de 69, un supplément sur le tiers-temps pédagogique que je ne vais pas explorer aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses à dire sur le tiers-temps pédagogique aussi. Oui, ouais, j'ai vu. Ouais. Mais j'avance, t'inquiète pas, ça va arriver. Alors, je vais avancer. Donc, t'as faim, moi aussi j'ai un peu faim, mais tu vas attendre un petit peu, s'il te plaît. Alors, je disais, tu m'as fait perdre mon fil. Voilà. Donc je disais, oui, sauf que finalement, on voit bien que la psychocinétique et les propositions de Jean Le Bouche prennent beaucoup d'ampleur. Et c'est pas sans poser problème à d'autres acteurs de l'éducation physique. Les premiers, c'est ceux du Centre d'études et de recherche marxiste, le CERM, qui, dans leur numéro 43 en 1966, vont consacrer 80% de leur numéro à critiquer finalement les propositions de Jean Le Bouche. Ça va être repris. Alors, il y a plusieurs auteurs, mais je vais vite. La plus connue, c'est Monique Vial, qui est agrégée de l'université, qui va être, on va dire, missionnée pour critiquer en fait la thèse de Le Bouche, sa thèse de médecine sur les fondements, sur les facteurs de la valeur motrice. Ça va être repris dans les cahiers scientifiques d'éducation physique, autorisés par Le Bouche, parce que justement, il s'est rendu compte que dans beaucoup de ces stages qu'il fait, il a fait beaucoup de Tours de France, il y a des papiers qui traînent, qui critiquent sa méthode. Et donc, il dit, il faut que je puisse répondre à cela. Et donc, c'est repris dans les cahiers scientifiques sur une critique vraiment donc de sa thèse. Jean-Luc Bouche en profite dans le numéro suivant pour lui répondre. Et en fait, on voit bien que le débat et les oppositions restent encore sur quelque chose de très rhétorique. En fait, il n'y a pas d'opposition sur les conceptions en tant que telles, en termes de contenu. D'ailleurs, souvent, Monique Vial dit qu'elle est d'accord avec tout ce que dit Jean-Luc Bouche. Mais en fait, par contre, ce n'est pas la psychocinétique qu'il faut utiliser. Donc là, je fais des raccourcis parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais finalement, les désaccords, on comprend qu'ils sont autres. On va considérer qu'ils sont plutôt idéologiques. Il y aura d'autres publications qui vont être faites dans les cahiers scientifiques d'éducation physique où justement, on redonne la possibilité à Monique Vial de se réexpliquer, d'expliquer pourquoi elle n'est pas d'accord avec les fondements de la psychocinétique. Et finalement, au fur et à mesure, Jean Le Bouche redémonte chaque contre-argument les uns après les autres. Sauf que finalement, à force d'articles interposés, on s'aperçoit bien que finalement, c'est plus vraiment une critique de la psychocinétique qui est en train de se faire, mais une critique de Jean Le Bouche qui est en train de s'installer, parce que finalement, derrière le CERM, on retrouve bien sûr des gens qui sont engagés au niveau syndical. Et là, je reviens sur ce que Yvon me disait. Alors, je voulais le développer un peu plus, mais je ne vais pas en avoir le temps. La tendance du manifeste. Effectivement, Jacques Persson, donc je ne reviens pas sur ce qu'Yvon a dit, à l'initiative. C'est un peu plus rocambolesque que ça, parce qu'en fait, effectivement, Jean Le Bouche, initialement, il n'a pas une grosse culture de militant syndical. Il est syndiqué, mais il n'a pas envie forcément d'être au combat. Et c'est bien Jacques Persson, effectivement, qui, lui, ayant été mis à la porte, va mettre Jean Le Bouche en première ligne. Et puis, c'est une figure emblématique et ils se rejoignent sur tellement de points au niveau éducatif et ils vont faire en sorte d'avancer. La première liste en 1965 va être refusée pour des questions purement administratives et ça va faire grand bruit. C'est-à-dire que cette non-acceptation de création au congrès de 1965 de la tendance du manifeste va se voir dans les urnes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de votes sur lesquels en fait, on va s'abstenir. On va voter contre le rapport d'activité et surtout on va se retrouver à quelque chose d'assez intéressant, c'est que l'ENSEP jeunes filles et
jeunes gens, jeunes garçons, vont devenir des fers de lance de la diffusion de la psychocinétique en votant massivement contre déjà le rapport d'activité, puis après pour la tendance du manifeste quand elle sera en possession de pouvoir être éligible en 66. Et donc, en 1967, la tendance du manifeste, c'est 5 sièges sur 25 à la CA. Et donc, c'est quelque chose qui est devenu quand même assez important avec une ascension malgré tout importante. Et on comprend bien, et alors Yvon va voir Gilles Buxan. Gilles Buxan explique bien dans plusieurs ouvrages, dont le dernier dans la revue STAPS, mais en amont dans d'autres hommages, que finalement l'objectif n'était pas forcément de critiquer les fondements de la psychocinétique, mais bien d'essayer de tirer à boulet rouge sur un adversaire redoutable qui est Jean Le Boulch, parce qu'on s'aperçoit que dans beaucoup de régionales, en fait, les gens ont voté pour Jean Le Boulch, pour la tendance du manifeste, parce qu'en fait, ils votaient pour le Boulch, en fait, entre guillemets. Par contre, là où je rejoins tout à fait ce qu'a dit Yvon tout à l'heure, on ne sait pas que c'est pas une autre éducation physique et sportive finalement qu'il propose, c'est une éducation physique, c'est-à-dire une éducation physique. J'ai pas dit EPS. Je me dis une éducation physique, c'est-à-dire où on va éduquer le corps par vraiment quelque chose qui va permettre d'avoir des apprentissages transversaux, interdisciplinaires, transdisciplinaires. Jean Le Boulch, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, on parlait de 13 ans là, de recherche, mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont montrées sur ce que apporte la psychocinétique dans l'apprentissage de la lecture, dans la lutte contre la dyslexie, contre beaucoup de choses. Et là, je ne parle pas du côté psychomoteur, je parle bien du côté éducatif. Et justement, Jean Le Boulch n'est pas dupe de tout ce qui a été fait. On a un ouvrage qui est très important aussi, qui est Face au sport, qui est un peu le côté amer de Jean Le Boulch. Mais il montre bien que toutes ces recherches, finalement, de 47 à 67, étaient vraiment pour dire de remettre en question la conception hygiéniste et éclectique de l'éducation physique traditionnelle, et qu'il voulait vraiment un renouveau d'une éducation physique et du sport s'appuyant sur une science, mais aussi quelque chose qui soit vraiment éducatif. Et finalement, l'ISO de 67, alors que Trincal explique bien qu'il y a deux tendances, et en gros, il y a la tendance de Le Boulch et il y a une tendance sportive. Finalement, on est tous d'accord à dire que c'est très bien la tendance éducative, mais on va utiliser le sport et on va utiliser finalement les arguments scientifiques de la première tendance pour alimenter la deuxième. Je fais des raccourcis, je vais me faire taper sur les doigts aussi, mais c'est pas grave, ça sera dans les questions. Donc, voilà. Ouais, j'ai vu. Donc, tout ça va faire que Jean Le Boulch, en fait, il va se mettre en disposition pour recherche de l'éducation nationale, puis il va finalement démissionner en 75. La première mise en disponibilité en 69, et finalement, c'est à la Chambre du commerce et de l'industrie de Paris que Jean Le Boulch va vraiment faire vivre son éducation physique et la psychocinétique. Alors là, je renvoie à mon intervention à Rouen, où finalement, la psychocinétique, elle existe, elle vit et elle perdure au sein de la CCIP à travers de nombreuses formations, à travers une quantité incroyable finalement de stagiaires qui viennent de partout. Pourquoi ? Parce que justement, la réception en France, elle est très connotée par rapport aux différentes oppositions, aux différents débats qui ont donné une certaine image de la psychocinétique. Or, à l'international, en tout cas en Europe, on va dire ça, surtout en Italie et en Espagne, en Belgique, en Suisse, en fait, les protagonistes, eux, n'ont pas connaissance de ces oppositions, de ces débats, ne sont pas au cœur des débats et des querelles de chapelle. Et donc, nul n'est prophète en son pays, fait que Jean Le Boulch vraiment s'immisce vraiment dans l'éducation physique, surtout italienne, qui cherche une sorte de père de l'éducation physique et sportive. Et on relie dans les programmes de l'éducation physique italienne dans l'enseignement primaire vraiment les propositions et les conceptions de Jean Le Boulch. Et on a beaucoup d'Italiens qui viennent justement se former au sein de la CCIP. Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas le temps. Hein, mais pour conclure, Monsieur Jean, la psychocinétique, finalement, malgré ces trois éléments, ces trois débats que j'ai essayé de montrer, va vraiment continuer donc d'avancer. Je disais donc essentiellement en Suisse sur le sport éducatif, en Italie sur ce qui va être plutôt, on va dire, de la psychomotricité ou de la réhabilitation fonctionnelle avec une école de formation qui s'appelle l'école Jean Le Boulch.
Et puis, on va dire qu'en Suisse, on est plutôt sur le sport éducatif. Et en Belgique, beaucoup de choses qui vont être faites au niveau de l'université de Liège et tout ça, sur tout ce qui va être le développement de la psychomotricité et une certaine vision de l'éducation physique aussi. Voilà. Et donc, les débats sont importants. Les oppositions sont importantes parce que finalement, s'il n'y avait pas eu ces débats et ces oppositions, la diffusion de la psychocinétique aurait été peut-être autre. Et finalement, la pugnacité de Jean Le Boulch à essayer de développer, de diffuser finalement sa méthode n'aurait peut-être pas été de la même force et de la même intensité. Voilà, je vous remercie pour votre attention.